Chapitre 30. Madrid, Calle de Velázquez, lundi 19 octobre 2015, 1h33. Il eut à peine le temps de lever son semi-automatique et de faire feu 3 fois, sans savoir s'il l'avait touché, que l'autre le terrassait sous son poids et le clouait au sol. Il lâcha son arme et son portable, qui glissa sur le parquet ciré pour aller percuter un mur, pendant qu'en jaillissait, avec une puissance étonnante pour un si petit micro, la voix tonitruante d'Albert. « Patron, patron, qu'est-ce qui se passe ?» Mais Malo aurait été bien incapable de répondre, écrasé par l'autre qui l'arrimait au sol d'un genou appuyé sur son sternum, lui coupant le souffle. La douleur irradiait de sa poitrine, elle investissait tout entier, brûlait à travers ses membres, tandis que le meurtrier se penchait sur lui. Dans l'intérieur de la capuche, Malo tenta de discerner ses traits et crut deviner les angles et les méplats d'un visage tout en force et d'une volonté terrifiante, cette volonté qui luisait, implacable, dans les 2 brandons incandescents posés sur lui. Pas de colère dans ce regard. Celui qui le tenait en son pouvoir étendait déjà la main vers la carte qu'il serrait entre ses doigts tremblants, le tuerait froidement, comme, il en était sûr, il avait tué ses autres victimes. La main se rapprochait de la sienne à mesure qu'il tentait de l'éloigner, d'étirer son bras pour gagner quelques secondes. « Patron, qu'est-ce que je fais? Je monte? Je reste en bas? Répondez, patron !» La voix d'Albert montant de l'autre bout de la pièce à travers le micro du portable. Son arme n'avait pas glissé loin. Elle n'était qu'à une 50aine de centimètres de lui. Il essayait bien de se débattre, de se soulever, mais rien n'y faisait. Celui qui l'écrasait semblait doué d'une force herculéenne. Malo était persuadé qu'il aurait pu lui broyer les côtes avec une facilité déconcertante. Entre 2 éclairs de souffrance, il se demanda même pourquoi il ne l'avait pas encore fait. Une silhouette menue se jeta sur le tueur et s'agrippa à son dos, lançant ses mains aux ongles manucurés vers le visage dissimulé sous la capuche. Malo eut la vision délirante d'un écureuil de cartoon sous acide, complètement frénétique, s'attaquant à un ours. Il en aurait presque éclaté de rire, et une part de son cerveau, encore à peu près lucide, se demanda, avec un étrange détachement, si c'était le manque d'air qui lui suggérait cette vision loufoque. La réaction du meurtrier ne se fit pas attendre. D'un revers, il balaya l'enseignante qui partit rouler au sol à travers la pièce, comme une vulgaire poupée rejetée par un enfant colérique. Elle y demeura immobile, le visage dissimulé dans ses boucles reflet-feu. Cette vision le révolta, levant en lui une telle fureur que, dans un suprême effort, il parvint à soulever son bourreau de quelques centimètres. Maigre victoire. L'autre, s'il le considéra un instant avec un regard intéressé, comme l'aurait fait un scientifique étudiant les réactions d'un cobaye de laboratoire, l'écrasa de nouveau au sol et l'y maintint pour tendre la main vers la carte. De loin, très loin, Malo entendit la voix d'Albert montant du petit micro de son portable à l'autre bout de la pièce. « J'arrive, patron, j'arrive !» Malo se tendit pour éloigner du meurtrier l'objet de sa convoitise. Et convoitise était un mot faible, car Malo devinait dans le regard qu'il posait à présent sur la carte de métal un brasier puissant, irrésistible, un désir mûri des années et des années durant, un désir ancien, très ancien, bien plus qu'une simple vie d'homme, un désir de plus de 1000 ans. « Tenez bon, patron !» La voix d'Albert. Elle était plus forte, bien plus forte que la fois précédente, et semblait non pas monter de la direction de son portable, mais du couloir. Albert arrivait. Dans le coton où pédalait à présent son cerveau, abruti par les messages de douleur qui montaient de tout son corps, Malo, dans un ultime réflexe, réunissant ses dernières forces, détendit son bras et expédia la carte à l'autre bout de la pièce. Aussitôt, l'ombre qui le recouvrait et le tourmentait se détacha de lui et bondit. Il aurait voulu se lever et la rejoindre pour s'agripper à elle et tenter de l'arrêter, mais ses muscles, tétanisés, en étaient incapables. Il gisait sur le dos, spectateur impuissant. Alors que son tortionnaire se baissait vers le rectangle cuivré qui luisait sur le parquet à l'autre bout de la pièce, et y dirigeait la main, Malo vit déboucher par le couloir la masse imposante d'un taureau à forme humaine en train de charger tête baissée. Et lui qui, de sa vie, n'avait jamais assisté à un match de rugby, devina que c'est exactement ainsi qu'Albert devait charger au stade, tel un bulldozer à 2 jambes lancé à pleine vitesse. En un éclair, il imagina l'impression que devaient ressentir ceux qui se trouvaient sur son chemin.
Même si celui qui venait de l'agresser possédait une force surhumaine, il ne pouvait soutenir une telle charge, et tout entier concentré sur l'objet de son désir, ne se retourna que trop tard. Albert le percuta, et, sous le choc, le souleva du sol pour le clouer au mur où, sans perdre un instant, il se mit à le pilonner de ses poings invraisemblables avec la force d'un marteau pneumatique, au ventre, au sternum, au visage. Tout autre individu, sous le bombardement en règle de ses instruments à concasser, aurait certainement perdu quelques côtes, voire se serait retrouvé transformé en mou pour chat. L'assassin, lui, parut à peine s'en ressentir. Comme lassé de subir les coups des énormes phalanges d'Albert, il balaya les bras de ce dernier d'un revers formidable et, répliquant avec une vivacité ahurissante, le saisit à la gorge et le souleva d'une main. Il le tint un instant en l'air alors que le colosse arverne s'agitait, tentait de desserrer l'étreinte qui lui broyait la gorge. Les muscles de ses bras, qui auraient lancé un tronc d'arbre comme une bûchette, bandaient en vain sous l'effort. Dessous la capuche, Malo sentit le regard du meurtrier qui auscultait à son tour Albert, le jaugeait, le jugeait. Dans un effort désespéré, Malo se retourna et se souleva, tendit la main et tâtonna pour saisir son arme. Plus loin, un peu plus loin, il y était presque. Ses doigts se refermèrent sur la crosse de son automatique. Il le braqua sur le meurtrier à l'instant même où Albert poussait un cri étranglé. Il tira, 3 fois, au jugé, conscient que, dans l'état où il se trouvait, il pouvait toucher l'Hercule auvergnat, mais sachant aussi que l'autre le tuerait dans les secondes qui suivaient s'il n'intervenait pas. Chacun de ses tirs fit mouche. Il vit le grand corps sous le manteau, reculer sous les impacts du 357. Pourtant, le meurtrier ne lâcha pas Albert, dont les jambes battaient inutilement le vide. Malo, incapable de faire autre chose, pressa encore et encore la détente. Des cris retentissaient depuis la cage d'escalier, des cris en espagnol. Les 2 flics arrivaient. Alors qu'il pressait la détente pour la 12e fois, le meurtrier rejeta soudain Albert, avec une violence telle que ce dernier alla percuter le mur d'en face, si brutalement qu'il s'effondra au sol, rejoignant mademoiselle Mignon. Toujours incapable du moindre mouvement, Malo vit le meurtrier se baisser, ramasser sur le parquet la carte abandonnée, la fourrer dans la poche de son manteau et reporter son regard sur lui. Un instant, il sentit l'extraordinaire attention peser sur lui, hésiter. Tandis que les 2 policiers faisaient irruption dans la pièce, l'arme au poing, l'assassin fit volte-face dans un envol de toile noire et se mit à courir, droit vers le grand secrétaire. Il y eut une sommation, aussitôt suivie par des tirs, alors que l'ombre, ignorant l'injonction, bondissait en un saut formidable au-dessus du bureau, traversait une des hautes fenêtres dans un bruit de verre brisé et disparaissait dans la nuit. Malo, à travers un brouillard, vit les 2 flics se précipiter vers l'ouverture et se pencher à travers le cadre fracassé pour plonger leur regard vers le bas où ils devaient s'attendre à trouver un cadavre. Ils ne comprenaient pas l'espagnol, mais à leur intonation et aux nouveaux aboiements hargneux de leurs pistolets, il sut tout de suite. L'autre avait survécu à une chute de 4 étages et disparaissait dans la nuit. Il n'en doutait pas une seconde, aussi incroyable et dingue que ça paraisse, car, en face de lui, sur le mur, il pouvait voir, immanquable, les impacts de ces balles qui avaient traversé sa cible et aspergé le papier peint de son sang. Il avait touché 12 fois d'affilée, et l'autre s'était fait la malle comme si de rien n'était. Sur cette pensée, il sombra dans l'inconscience.